Euh, on a dans le cadre de la vente aux enchères de Maître Cône une petite évolution autour du dessin et j'essayerai de faire comprendre la façon dont on peut qualifier son doute et établir quelques données cognitives précises par rapport au dessin qui permettent d'arriver à une attribution qui est plausible et qui n'est pas sanctionnée par un peer review de mes collègues. Parce que c'est finalement une opinion qu'on peut avoir qui est ratifiée ou pas par les autres et qui regardent aussi. Maintenant, la plupart des historiens de l'art regardent l'art avec leurs oreilles. Le connoisseurship et surtout le dessin exige une certaine perception de la qualité dans toutes ses dimensions. Et là, on a un dessin dont le verso est aussi important que le recto, mais vous ne le verrez pas, parce que c'est un secret bien gardé, jusqu'après la vente, jusqu'il a y acheté. Mais donc, on soulève le carton derrière et on voit un paysage avec le même saint de l'Ancien Testament là et l'ange qui vient pour le nourrir. C'est le Coluche de l'Ancien Testament, les Restos du Cœur. Mais le peintre est intéressant parce qu'il y a eu une grande exposition au musée de Louvain autour de Michel Coxy, qui était le peintre préféré de Charles Quint et de Philippe II. Et après une éducation à Anvers, il est parti très vite à Rome, où il a été inspiré par Raphaël et par Michel-Ange. Il est revenu, il a travaillé à peu près exclusivement pour Charles Quint et pour les églises et les grandes institutions après 1540. Et on voit cette influence de la Renaissance durerienne. Les dessins de ce peintre sont excessivement rares, il n'y en a que 7-8. Il y a un gros catalogue du musée de Louvain. Vous voyez AH, ce qui est la marque d'un grand collectionneur de dessins qui vivait à la Côte d'Azur, André de Hévézy. Marque célèbre dont il y a pas mal de tableaux dans le Louvre. Et au dos de ce dessin, il y a tout un paysage avec le monogramme de l'artiste. Là, on est un peu plus loin, on est vers 1560, on a Léonard Thierry, qui est un liégeois, qui va à Fontainebleau. Mais il va à Fontainebleau lors de la deuxième école de Fontainebleau. Et vous voyez la cloche de table, qui est un concept qui permettra à un sculpteur de créer quelque chose qui est tout à fait dans l'ordre et dans la mode du temps de l'esthétique que Primatis a introduit à Fontainebleau. Là, on a un dessin qui a été exposé dans pas mal du musée, qui montre des jeunes vierges. Il y en avait encore à l'époque. On les reconnaît à la coiffe spécifique de Florence, et l'une assise sur son trousseau, et le coffre qu'il contient, regarde dehors si elle ne voit pas le facteur arriver, tandis que l'autre est pieusement, elle lit, on peut s'imaginer que c'est la Bible ou quelques contes moralisateurs. Stradanus est un brugeois qui est parti à Florence assez tôt et qui a travaillé dans le cadre de l'élaboration des programmes décoratifs de Palazzo Vecchio, sous la conduite de Vasari, et qui a collaboré avec les Zuccari. Et donc on est là dans
la fin de la Renaissance, juste avant, finalement, cette influence du maniérisme. Et là, on a l'arrière de la tête du garçon qui est là, et finalement, c'est cette tête-ci qui est élaborée au recto du tableau que vous voyez là, Fiammingo, hein, et vous enlevez le carton et vous le soulevez et vous le voyez, hein, c'est le côté voyeuriste du collectionneur de dessins. Hein. Et Dirk Senten Hendricks Theodore Derico est un Hollandais qui vient de la Gueldre et qui a officié dans le cadre du maniérisme nordique en Sicile, vers 1580, quelque chose comme ça, au même moment où Calvart était à Bologne et était le maître des Carraches. Et donc, cette tête que vous voyez là, hein, est fonction du verso là. Ici, l'image n'est pas optimale parce qu'il y a beaucoup de reflets, mais on a une brunaille. On a une brunaille de Hendrik van Balen, qui était le premier maître de Van Dyck. Assez tôt, c'est Midas et le concours entre Apollo et Marsyas. Vous voyez là un dessin qui est au musée Fabre, qui est signé, hein, et je recule en arrière, et donc vous voyez comme ce dessin de cet emblémata qui était développé est ici spatialement élargi pour faire une brunaille, c'est-à-dire une esquisse à l'huile sur papier, hein, qui a servi pour un tableau qu'on n'a pas encore trouvé, mais qui a probablement dû ou pu exister. Et la relation avec les dessins là, qui a les mêmes figures, mais orientées autrement, est assez intéressant parce que les œuvres comme conception initiale, il primo pensiero de cette peinture en fonction du dessin préalable est essentiel au maniérisme et au proto-baroque. Et là, on a Cincinnatus. Cincinnatus a fait ce que chaque grand président ou roi devrait faire, hein, quand il a fini son mandat. Il enlève tous les signes du pouvoir et il va de nouveau dire bonjour à sa femme et il va cultiver son jardin ou ses terres. C'est ce que Cincinnatus a fait. Et là, on a un dessin très fort élaboré qui vient d'une collection assez célèbre du comte du Parc, Lokmaia, qui montre par Otto van Veen vers 1580, un peu avant que Rubens était élève dans le même atelier, hein, une sorte de conception renaissanciste, maniériste, calme, parce que c'était quelqu'un qui vient du nord des Pays-Bas, Van Veen, d'un peintre doctus. Et pictor doctus était le concept de l'intellectuel, je dirais le Luc Ferry, qui a les qualités d'un Soulages ou d'un Picasso, si je puis dire. Rubens, comme tous les grands hommes, avait besoin d'un copain de très bonne famille pour, en effet, l'accompagner dans ses voyages. Et ça se faisait à l'époque. Hein, la noblesse appauvrie servait de faire valoir aux jeunes arrivistes qui avançaient. Et Rubens va à Mantoue, et Deodato del Monte, hein, c'était Dieudonné de Vandenberg, en irlandais ou en français. Hein. Et il a d'ailleurs signé Deodato, c'est le seul dessin signé de cet artiste, qui était plutôt le manager, le secrétaire privé, etc. de Rubens. Hein. Et donc, il est allé avec lui à Mantoue et il a fait un répertoire de dessins dont ceci est issu. Là,
c'est pas le tango, c'est Simon de Vos, qui d'une façon extrêmement émotionnelle et d'une façon curieusement esthétique, comme si la douleur est quelque chose d'agréable, hein, montre un Ecce Homo dont il y a un tableau qui est basé sur cette information-là au musée de Lille. Et on voit ce côté rubénien traduit par Van Dyck et puis rentrer dans une sorte d'émotionnalité très grande à l'espagnol. Et ce n'est pas par hasard, parce que Simon de Vos a exporté énormément de tableaux pour les couvents des jésuites, hein, et des franciscains qui aimaient bien se frapper avec des nœuds, hein, pour exportation vers nous et vers l'Espagne. Là, on arrive, la même donnée de Van Dyck et de Rubens, à Anvers, un peu plus tard, vers 1650, élève de Gaspard de Crayer, Jan van Cleve, le Saint-Jean. Hein, et on voit toute cette idée classicisante et l'artiste qui ne définit que ce qu'il a nécessaire pour permettre de faire son tableau. Là, c'est un dessin qui est assez grand et important dans l'histoire de l'art flamand. Il a été exposé dans toutes les grandes expositions sur les dessins de sculpture de l'époque de Rubens, la grande exposition en 65, en 77, etc. C'est un hôtel fait par Van der Voort vers 1670, 30 ans après la mort de Rubens, tout à fait dans l'esprit de Rubens. Il y a très peu de dessins documentés d'architecture de cette époque-là qui sont encore là. Là, on a un dessin préparatoire, de nouveau, de Nicolas de Liemacker, un autre élève de Crayer, pour le grand tableau de martyr de Saint-Liévin à l'église Saint-Liévin de Gand. Hein. C'est le tableau du maître-autel. Hein, faute de croyants, l'église est fermée, mais si vous téléphonez l'évêque, il va vous l'ouvrir pour le voir. Maintenant, ceci est un dessin préparatoire à une gravure sur bois de Jérôme Jäger, qui était quelqu'un dans l'atelier de Rubens, qui, comme Van Diepenbeek, Pontius et Worstermann, étaient des graveurs qui étaient censés multiplier l'invention de Rubens. Et l'invention de Rubens est un caisson dans le plafond de l'église des Jésuites d'Anvers, qui a malheureusement brûlé, et on connaît par les esquisses qui ont été conservées. Ça a brûlé au début du XVIIIe siècle, hein, et ceci est en relation avec la gravure sur bois faite par Jäger. Et ici, vous avez un marque de collection assez important, c'est la collection Rudolf, qui est une collection excessivement importante. Hein. Là, on est un peu plus tard, on est au début du XVIIIe siècle, où le classicisme s'installe à Anvers et en Flandre, et c'est De Kock qui est le grand sculpteur classiciste, un peu le Giraudon flamand de cette époque-là, et c'est une feuille de garde d'un recueil de dessins, de sculptures par cet artiste-là. Les 17 autres qui suivent, je les ai vendus au musée de Bruxelles. Là, évidemment, quand on a un âne qui ne veut pas avancer, quand il a les pieds mouillés, c'est compliqué. Donc, le monsieur, là, sur sa mule, il va lui donner un coup dans le derrière pour qu'il avance. C'est un Palmieri, c'est 1760, 1780. Hein, c'est quelqu'un comme Londonio qui reprend l'idée des Bamboncianti, qui étaient des Nordiques en Italie, et qui se traduit ici par une sorte de scène de genre, hein, et le désarroi, le désespoir de cet âne qui ne veut pas avancer, dont on va bientôt cogner le derrière. Un dessin que Pierre Rosenberg a toujours fort apprécié, de la collection Vallardi
hein, qui est cette marque-là. Et il y a 2 dessins de Simon de Toulon qui ont tous été publiés comme Simon Julien de Parme, hein, avant, mais dont on a découvert récemment que c'est Simon de Toulon. Hein. Et c'est préparatoire à une gravure et l'autre dessin aussi. Hein. Voilà, vous le voyez ici, qui a la naissance de la Vierge, qui est aussi préparatoire, venant de la même collection, pour une autre gravure publiée. Ici, un dessin qui arrivera que après-demain, que j'ai oublié, c'est un Narcisse Guérin, et on n'a jamais pu déchiffrer le titre qui était inscrit en dessous, hein, mais donc un dessin vers 1800, dans l'entourage de David, qui est important. Ici, un dessin signé avec un verso très impressionnant de Valin, qui annonce déjà, sortant du classicisme, le réalisme du début du XIXe siècle. Hein. L'arrière est une étude de monuments classiques, hein, sans doute pour un des plafonds ou des murs d'une des mairies à l'époque. Et là, on a une esquisse à la craie noire, au pastel noir, avec des rhodes blancs, avec des jus noirs, de Léon Commer, sans doute frontispice pour une revue, un magazine, un livre, quelque chose comme ça, qui est, je trouve, de belle qualité. Paul Delvaux avait un ami qui s'appelait Jeff. Et en 83, il a fait ce cadeau à Jeff, hein, un dessin à l'encre qu'il a coloré, hein, signé et daté, et il appelait ce dessin le mystère. Donc, elle monte son derrière, elle regarde dehors, hein, vers la mer, hein, et elle voit l'étendue énorme et l'infinité des choses. Voilà, chers amis, un petit parcours dans ces quelques dessins qu'on a pu réunir ici. Et merci infiniment.